système design aussi. Exercice extrêmement difficile devant un parterre d'étudiants, de mes étudiants, de faire une conclusion à cette journée, d'autant plus difficile au regard de la diversité des échanges et des présentations qui ont pu être faites. J'ai exactement 15 minutes, c'est ça, au final. Oui, eh bien, on va essayer de faire au moins. Puisque je suis convaincu que toutes et tous, vous avez envie de connaître le programme de la journée de demain et d'aller boire l'apéro. Donc, globalement, moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, sur ces journées, c'est que l'élevage traverse, en particulier l'élevage de ruminants, au moins une triple crise, une crise qu'on a qualifiée, je pense même, dans les échanges lors des apéros, presque existentielle sur la question du métier d'éleveur. On est en pleine problématique de renouvellement des actifs, on est en pleine problématique d'épanouissement au travail, de capacité à gérer le vivant dans un cadre qui devient de plus en plus complexe. Alors certes, comme toute entreprise, souvent qui gère le vivant, mais c'est le cas en particulier pour les éleveurs. D'une consommation de produits animaux qui est remise en question. Le PNNS est en train de s'associer avec d'autres acteurs non économiques pour militer sur le fait d'inscrire dans le plan nutritionnel la réduction de la consommation de viande par 2 à 350-400 grammes par jour au lieu de 750 grammes aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'on est dans une vraie problématique existentielle, associée à une crise qu'on peut considérer écologique sur laquelle l'élevage a sa part, hein, on en a parlé, changement climatique, effondrement de la biodiversité, une nécessité de sortir du pétrole, donc une compétition accrue entre usages pour les terres agricoles, et puis une crise économique, alors que j'ai mis un point d'interrogation, je ne suis pas convaincu à 100% encore, avec des filières qui deviennent aujourd'hui de plus en plus déficitaires, en termes de balance commerciale et qui, en fait, pour les éleveurs, conduisent à des prix, au final, aujourd'hui, peut-être pas si mal que ça, mais avec quelle durabilité demain, et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Et donc, au final, on se retrouve avec l'élevage, et donc l'éleveur, et puis je trouve que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est un peu ça, qui se retrouve au centre d'un système technique qui, lui, est un pivot, et qui doit gérer un ensemble de questions territoriales, qualité de l'eau, biodiversité, et des questions beaucoup plus verticales de filière, production, qualité, production de méthane, qui ne sont pas régies selon les mêmes règles de rémunération, par les mêmes règles de soutien, et qui peuvent constituer en fait finalement des tensions très fortes dans la pratique au quotidien, lorsqu'on va définir une stratégie de production, mais donc une stratégie de construction de son revenu. Et finalement, quand on parle de toutes ces crises, vous imaginez le bordel qu'il peut y avoir dans la tête d'un éleveur. Je pense que je suis juste prof, moi, mais il y en a plein d'entre vous qui doivent vivre ça au quotidien dans le métier de conseil. Donc, au final, moi, de ces journées, quel constat j'en ai tiré en essayant quelquefois de me mettre à la place d'un conseiller ou d'un éleveur, quelle perspective derrière. Alors, d'abord des constats entre hier et aujourd'hui. Alors, tout le monde n'était pas là hier, mais moi, je me suis dit que j'allais faire quelques constats. Premier constat, c'est que je me suis dit, en fait, entre hier et aujourd'hui, on avait une journée qui était très centrée sur élevage, prairie, fourrage. Et au final, autant hier, on a entendu parler de fourrage, dans une grande diversité d'usages potentiels, autant on a beaucoup parlé de prairie aujourd'hui, j'ai trouvé, moi, quand on a parlé d'élevage et de services rendus. Et en fait, les présentations d'hier, on a souvent entendu la notion de fourrage quand on a parlé d'adaptation au changement climatique, en particulier, et assez peu sous l'angle des services. Et donc la question que je me suis posée à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est comment ça se fait, en fait, aujourd'hui, quand on parle de notion de services rendus par l'élevage, de services rendus par les prairies et les fourrages, au final, on ne parle plus des autres fourrages, on ne parle que des prairies. Est-ce que c'est pertinent? Je n'en sais rien. En tout cas, ça m'a vraiment questionné. Je me suis dit, les fourrages, on les voit uniquement comme une solution à court terme pour s'adapter, absolument pas comme une solution de long terme pour, par exemple, atténuer. La seule piste qui a été évoquée, que je trouve hyper intéressante à approfondir peut-être, et qu'on voit à la fin, ça fait rire plein de gens, là, c'est l'espèce d'arbre séché dans la parcelle. C'est les travaux qui ont été présentés par nos collègues algériennes, qui ont aussi rappelé, moi, pas mal
qui a été présenté par je ne sais plus qui, c'est Damaris, je crois, sur les fourrages atypiques, et qui montre que finalement, regarder vers le sud, alors que assez souvent, quand on est dans l'ouest, en tout cas, on regarde beaucoup vers l'Europe du Nord ou vers l'Irlande, on va regarder vers les Pays-Bas, vers l'Allemagne, on regarde assez peu vers le sud. Et donc finalement, regarder vers le sud avec ou sans degré jour, Luc, ça peut être inspirant pour des pratiques peut-être d'adaptation en utilisant là les fourrages atypiques, peut-être d'autres fourrages. L'autre constat que je me suis fait en comparant les deux journées, c'est que je me suis dit, si je me replace dans le contexte du Grand Ouest dans lequel je bosse, finalement, j'ai eu l'impression qu'on a souvent regardé la situation du Grand Ouest hier et assez peu aujourd'hui. Alors, il y a eu quelques cas, je ne vais pas dire qu'on ne l'a pas fait, en particulier sur la dernière présentation, mais on a surtout parlé des situations du Grand Ouest hier, alors avec des démarches de travail hyper intéressantes avec les éleveurs, par exemple, mais où là encore, on a énormément discuté d'adaptation. On n'a pas trop discuté de services rendus. On a fait de la prospective sur des scénarios d'adaptation des élevages pour maintenir des niveaux de production tout en essayant de s'adapter au changement climatique. On n'a pas parlé trop des services que rendent les élevages du Grand Ouest et comment ils pourraient s'adapter pour rendre plus de services. Et finalement, je me suis dit, les élevages du Grand Ouest, ils restent encore dans une logique peut-être trop verticalisée, dans une logique de réduction surtout d'impact à même objectif de production. Et puis, il y a eu des cas qui nous ont été montrés tout à l'heure. Si on reste là-dessus, on n'atteindra pas les plus de 40% de réduction de gaz à effet de serre si on ne parle que de ça. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un moment, il va falloir avoir des réflexions à ce niveau-là. Et je renvoie vers une dernière réflexion à la fin, en conclusion, que j'essaierai d'aborder. Alors, ça reste à relativiser, bien sûr. Il y a plein de diversité dans le système du Grand Ouest. Il y a la présentation, il y a eu 2 présentations qui ont été faites. Il y a des projets TETRAE qui ont lieu en ce moment en Bretagne, en Pays de la Loire, qui justement visent à caractériser cette diversité, à regarder les services que ça rend et comment on peut accompagner les élevages là-dedans. Mais voilà, je me dis que c'était peut-être un choix volontaire des organisateurs, mais j'ai trouvé ça assez flammant. Alors, si je reviens maintenant à la journée d'aujourd'hui, moi, il y a 3 grands trucs qui me sont venus. Premier truc, c'est que première synthèse qui me vient comme ça, c'est que je me suis dit beaucoup de choses ont été abordées sur comment il faut apprendre à gérer et travailler avec la diversité. C'est un premier constat qui, moi, m'est venu, si je me mets à la place d'un éleveur, c'est qu'il va falloir que j'arrive à gérer de la diversité. De nombreux services identifiés sont liés à la diversité floristique et faunistique. Donc, on est capacité de maintenir des prairies en interaction avec durée d'implantation, pratique de gestion par le pâturage, par la fertilisation. On apparaît plein de trucs comme ça dans tous les sens, plein de moments. Il y a eu des exemples sur la pollinisation fournie par Gaëtan Le Provost. Il y a eu l'exemple du stockage de carbone illustré par la méta-analyse de Katia. Il y a eu tout le travail mené sur la diversité fonctionnelle illustré par Pascal, ou encore le cas de l'usage des fourrages atypiques. Donc, un des gros enjeux pour moi, ça va être de réussir localement à chaque fois à rendre compte au mieux de cette diversité, aussi bien pour évaluer les services que ça peut rendre, et aussi pour les améliorer par les pratiques. Les typologies de prairies, pour moi, peuvent être un super outil à cette fin, à condition de décliner les connaissances qu'on a pu produire à plein d'endroits via les méta-analyses sur ces typologies-là. Et encore faut-il qu'il existe des typologies à certains endroits, ce qui n'est pas le cas non plus. Et donc, il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer, mais finalement, quid des autres régions? Et donc, pour moi, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à essayer de réfléchir un peu mieux comment on peut décrire cette diversité localement et comment on peut réussir à remobiliser tous les travaux de synthèse qu'on a pu voir aujourd'hui pour être en capacité de faire un lien entre cette diversité, les services rendus et l'amélioration de ces services par les pratiques. Et donc, tout ça, ça renvoie à un super axe de travail dans l'action 3 du RMT Prairie, et on est un peu tout seul pour le moment, je crois qu'on est 3, Pascal, les 2 Pascal, Pascal Carrère, Pascal Faure et moi, et en fait on aimerait bien un peu d'aide pour nous aider à travailler cette question-là. Le deuxième axe que moi j'ai pu constater au final, c'est qu'on a discuté beaucoup de diversité de façon à caractériser et d'identifier les services rendus. Et il y a un autre axe qui est finalement assez peu apparu, mais on le sent un peu en tension par moment dans les discussions qu'on a pu voir, c'est la question des synergies, des antagonismes entre les services. Et donc des lois de réponse qui peuvent exister entre ces synergies, ces antagonismes. Et donc,
Finalement, je me dis qu'au-delà de connaître cette diversité de prairies, à l'échelle de la parcelle par exemple, d'identifier des services rendus pour une parcelle, la question qui va se poser aussi, c'est à l'échelle d'un parcellaire ou d'un paysage, de savoir comment on peut qualifier les synergies et les antagonismes entre ces services-là et comment on peut, par les pratiques, essayer de faire en sorte d'améliorer les choses. Les présentations, en fait, on fait juste moi esquisser des pistes. Elles mettent surtout en avant des verrous et des challenges importants à relever. Moi, j'en ai noté deux à quand on a parlé de gaz à effet de serre, rien que quand on regarde les échelles, on a eu des débats assez forts sur l'effet de l'alimentation versus la gestion de la reproduction sur le troupeau. Si on prend le cas de Cap2R, on a eu le même type de débat. Donc, rien que pour un cas de service, changer d'échelle, c'est pas simple pour gérer les antagonismes. Et puis on a eu ce même type de débat quand on a parlé des résultats de Cap2R sur les niveaux d'unité fonctionnelle. Moi, je considère aussi, un peu comme Pascal, que il faut qu'on arrive à réfléchir les unités fonctionnelles, parce que si on ne parle pas de la même manière des mêmes services, en parlant de kilogrammes de CO2 par kilogramme de lait d'un côté et en parlant de biodiversité à l'échelle de l'impact que ça a sur le territoire, donc il faut parler à l'échelle de l'hectare, on compare des choux et des carottes et on n'arrive plus à avancer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive aussi, c'est le gros débat qu'on a depuis très longtemps, je pense, mais une vraie question fondamentale, c'est qu'on n'arrivera pas à gérer synergie et antagonisme le temps qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur la façon dont on exprime les services rendus, ces synergies ou ces antagonismes, et donc on n'arrivera pas à trouver les bons leviers d'action quand on ira voir des agriculteurs. Et donc moi, je me dis, je suis agriculteur, on me demande de travailler tout ça, forcément, à un moment, je fous un peu tout ça de côté et je me concentre sur mon métier qui est de produire. J'ai été formé par Luc Delaby aussi. Ce travail, il reste fondamental pour éviter de tomber dans l'écueil d'une optimisation dans laquelle moi je pense qu'on est en train de tomber, qui consisterait à pouvoir optimiser uniquement une fonction, réduire les gaz à effet de serre et oublier tout le reste et se rendre compte dans 15 ans qu'en fait, faire ça fait qu'on n'a plus de biodiversité dans une grosse partie des parcelles qui potentiellement pouvaient jouer ce rôle-là. Au final, ces deux axes-là qui me paraissent importants à travailler, mieux connaître la diversité des services rendus et mieux connaître les synergies, les antagonismes, ça va demander de se mettre autour de la table, j'en ai un peu parlé sur les ACV, mais sur les méthodes et les outils, mais aussi sur les méthodes et les unités qu'on utilise, mais aussi sur les outils. On a parlé, il y a eu des débats sur, par exemple, le Cap2R, sur l'utilisation du RAMI. Et je n'ai pas arrêté de me poser moi, cette question, je ne sais pas comment on le fera, et ça va m'amener à mes dernières réflexions. Je ne sais pas comment on va faire pour revenir en arrière sur certains outils qui aujourd'hui donnent des résultats sur la base de données de la littérature qui étaient à l'époque, au moment où on les a développés, assez frustres sur certaines données. Et on a vu, par exemple, dans la méta-analyse de Katia, qu'on en connaissait beaucoup plus. Et finalement, je me dis qu'intégrer par nous les résultats de ce type de méta-analyse peut nous amener pour des systèmes identiques, toutes choses égales par ailleurs, à des effets complètement différents maintenant, en termes, par exemple, d'atténuation du changement climatique. Simplement, ce n'est pas dans la même région. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce type de résultat-là aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a annoncé des choses, on évalue, c'est un outil qui est reconnu pour l'évaluation des crédits carbone et le calcul des crédits carbone, et qui potentiellement pourrait être remis en cause par l'intégration de nouvelles données de la bibliographie. Et ça, on n'en a pas trop parlé. Et je me dis que ça vaudrait le coup, clairement, de voir, enfin, en tout cas, moi j'ai été surpris par ces écarts entre la connaissance qu'on a pu voir par moment et les applications terrain qu'on peut avoir de l'autre avec les outils qui existent. C'est logique, ça existe, c'est normal, mais par contre, la réactualisation de ces trucs-là, vu les enjeux politiques qu'il y a autour de, par exemple, les gaz à effet de serre, moi me pose question sur notre capacité à faire bouger ces outils aujourd'hui, au moins dans une application aussi générique et générale qu'on en a à l'échelle de la France. Voilà, et donc finalement, moi, ça milite, je pense, pour ce que j'imagine un peu après, c'est de réfléchir ce type d'outil à une échelle qui est beaucoup plus locale, comme on a pu le voir par exemple sur le poster qui a été présenté par Juliette Sénécal, où l'idée c'est peut-être de se poser la question des services qu'on peut rendre à l'échelle locale, de mobiliser les acteurs autour de ça et de définir des systèmes d'accompagnement ou de paiement qui soient beaucoup plus en phase avec les territoires dans lesquels on se situe. Et donc, pour moi, il y a un vrai besoin de travailler sur la question de la valorisation de ces services, en intégrant, comme je vous le disais,
une meilleure connaissance de la diversité et une meilleure capacité à l'évaluer, une meilleure connaissance des synergies et des antagonismes à calculer sur des repères qui sont communs. Et pour ça, ça nécessite, je pense, d'abandonner l'idée de développer des outils qui ont en tout cas une finalité très générique, mais plutôt de réfléchir des outils ou des dispositifs permettant de construire localement des appréciations et des évaluations de diversité, de choisir localement entre acteurs les services que l'élevage devrait rendre et d'évaluer et de définir localement la façon dont on pourrait accompagner et rémunérer ces services-là. Et donc, finalement, ça pose la question des dispositifs de paiement qu'on associe à ça. Est-ce que ce sont des dispositifs publics, type PSE, privé, et comment tous les résultats qu'on a aujourd'hui peuvent s'associer, ou en tout cas être mieux mobilisés pour faire en sorte qu'on valorise réellement les travaux qu'on mène, les connaissances qu'on a au service des éleveurs dans le cadre d'une rémunération plus juste de leurs pratiques. Je pense typiquement au PSE, quand on avait fait justement encore avec Juliette Sénécal une synthèse des PSE en place. Aujourd'hui, on rémunère les prairies uniquement sur une part de prairie permanente et un linéaire de haies, alors que vous avez vu la diversité de connaissances qu'on a. Et la plupart du temps, c'est simplement parce qu'on n'a pas des outils en place qui permettent de valoriser cette diversité localement, et de choisir entre acteurs localement les enjeux qu'on veut, en tout cas les services qu'on veut valoriser, et donc finalement rémunérer. Donc là aussi, ça renvoie à un super axe de travail du RMT qu'on a initié, et sur lequel moi je vous invite à venir travailler avec nous. Ce travail a eu pour objectif, et on est en train de le finaliser, de construire un répertoire de services des prairies. L'objectif de ce répertoire étant ensuite de pouvoir être utilisé à chaque fois localement par des acteurs pour choisir ces services, définir les méthodes d'évaluation de ces services et potentiellement des méthodes de rémunération ou des dispositifs de rémunération associés. Bien, et plus globalement, autour des services orthogonalité, etc., moi je trouve que c'est hyper intéressant de se poser la question de l'année prochaine, parce qu'on est en train de parler de plein de services rendus et on n'a pas trop parlé des compétitions associées à ça. Et je me dis que le thème de l'année prochaine, il est génial et j'espère qu'il y aura des échos à ce qu'on se dit aujourd'hui, en particulier sur le fait que si on parle de compétitivité de l'élevage à l'herbe, est-ce que c'est encore tenable de rendre les services dont on parle aujourd'hui, si on veut être compétitif sur des marchés internationaux? Et aussi, si on parle d'autres usages agricoles des prairies, est-ce qu'on est capable d'avoir toujours des services rendus par les prairies tels qu'on envisage là, en essayant de se poser la question des autres usages agricoles, en particulier sur de la production d'énergie. Et pour finir, deux grandes questions. Première question, c'est on a parlé des éleveurs, uniquement là hier, et on a parlé des éleveurs hier essentiellement sur des dispositifs de co-conception de scénarios d'adaptation de leurs pratiques pour s'adapter au changement climatique. Et moi, je me dis que vu ce qu'on dit là, vu tout ce dont on débat, il faudrait les inclure beaucoup plus sur des scénarios de prospective, sur c'est quoi le métier qu'ils ont envie de faire demain, c'est quoi le renouvellement des actifs qu'on pourrait imaginer ensemble, et c'est quoi finalement les services que devrait rendre l'élevage dans une situation où on va devoir a priori accepter de réduire la production et surtout la consommation de viande et de protéines animales, probablement dans les 20 années à venir. Je ne parle pas de l'année prochaine. Tout le monde dit qu'il y a dans les 5 ans, ça va bouger. Dans 25 ans, on en reparlera. Donc je pense ça vaut le coup de les inclure dans ces trucs-là et de faire des projets de prospective là-dessus. Et l'autre question que ça me pose, c'est que là, je parle des éleveurs, et je suis prof. Je suis dans une école d'ingénieurs. On forme 50 ingénieurs en production animale chaque année. 40 à 50 ingénieurs en agronomie, agroécologie chaque année, et une vingtaine plutôt sur la partie environnement, écologie. On est hyper souple dans la façon de construire nos enseignements, et pour autant, tout ce qu'on se dit là, je pense qu'on l'aborde quasiment pas. Les étudiants s'en foutent. Et donc, moi, ça me pose aussi vraiment de questions sur le système de formation en France. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de sauver l'élevage, de crise existentielle, de services rendus et de façon d'accompagner les agriculteurs là-dedans, de prairies. Et dans cette salle, on a quelques étudiants en fond, mais on a 2 profs de production animale de lézards, 0 prof d'agronomie et un prof, je pense, voilà, plutôt sur la dimension qualité de l'eau. Parce que comme moi, il a été invité. Non, je rigole. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a aussi un vrai enjeu à former les ingénieurs de demain qui sont probablement aussi les éleveurs.
sur ces questions-là. Tous les résultats qu'on a mis là sont hyper importants et pour autant, ils ne sont pas accessibles à ces futurs éleveurs-là. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on se pose ces questions à l'avenir. Je vous remercie.